choose life. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Disputandum. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, il faut savoir qu'une de plus, c'est toujours et encore une de trop. Ce sont désormais plus de 40 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint depuis le début de l'année 2021. Selon le ministère de la Justice, 83% des victimes de violences conjugales en France sont des femmes. Et entre 2019 et 2020, les appels pour violences conjugales ont triplé. Les féminicides sont-ils une fatalité? C'est ce dont nous allons débattre aujourd'hui dans Disputandum avec mes invités. Et pour débattre de cette question sociétale et capitale, j'ai le plaisir de recevoir autour de ce plateau Monsieur le procureur de Bayonne. Bonjour et bienvenue, Jérôme Bourrier. Bonjour madame. Mon adjudant de gendarmerie Bruno Pandolfi, bonjour et bienvenue. Vous êtes chef de la cellule contre les violences intrafamiliales à la gendarmerie de Tonneins. Sophia Antoine, bonjour et bienvenue. Vous êtes féministe et activiste. Et enfin, Catherine Partour, bonjour et bienvenue. Vous êtes militante, fait partie de l'association Louise Michel à Bordeaux. Vous aidez notamment les femmes et les enfants vulnérables. À distance également avec nous Stéphanie Gâteau, chef d'entreprise et victime qui s'est sortie de cela. Bonjour et bienvenue Stéphanie Gâteau. Bonjour. Ravi de vous recevoir également. Vous pourrez intervenir à n'importe quel moment aussi sur ce plateau. Et nous aurons, avec grand plaisir, et nous aurons par la suite Angèle de l'association Les Affolés de la Frange. Monsieur le procureur de Bayonne, une question pour vous. L'état aujourd'hui des lieux des violences faites aux femmes, lequel est-il? Est-ce qu'on peut tirer un état des lieux global de ces violences? Tirer un état des lieux, on a des éléments qui sont des éléments statistiques, avec toute la dangerosité qu'il y a à analyser ces choses-là uniquement sur un plan statistique. On a ce que vous appelez des féminicides, ce qu'on appelle en droit, et il y aura certainement un débat sur cette terminologie, des meurtres par conjoint et concubin, en grand nombre. La France n'était pas très bien placée, si on peut estimer qu'il faut classer ces choses-là. En Europe, elle a fait des progrès avec une baisse du nombre de ces faits en 2020 qui était conséquente, d'environ 38%, mais qui reste encore très important, parce que quand on parle de mort, baisse de 38%, ça n'a pas forcément une signification pour ceux qui sont victimes de ces faits-là. Et puis, des violences conjugales, des violences intrafamiliales, qui heureusement ne débouchent pas toutes sur des meurtres, mais qui sont extrêmement importantes et massives. Ça, c'est certain. On a depuis des années une forte augmentation de ces chiffres. Alors, c'est pas forcément le cas cette année, mais en tout état de cause, on peut presque parler, dans notre jargon à nous, de magistrats, d'une forme de délinquance de masse, parce que vous avez plusieurs centaines de milliers, en tout cas, de procédures qui concernent des violences intrafamiliales, ce qui pose évidemment des difficultés pour les traiter. Parce que quand un phénomène est aussi massif, il est beaucoup plus difficile à endiguer et à traiter avec toute la justesse que ce type d'affaires nécessite. Alors, vous avez parlé d'une diminution de 38% qui peut être plus ou moins significative, mais ça, on va en parler. Est-ce que vous pensez, et vous allez me dire aussi ce que vous pensez autour de cette table, que cette diminution est aussi due au confinement? On sait que les femmes qui se font assassiner par leur conjoint, on sait que ça arrive lorsqu'elles essaient de quitter le domicile conjugal. Or, quand on est confiné, on ne peut pas quitter le domicile conjugal. Est-ce que ça s'explique en partie pour ça? Peut-être Sophia Antoine? Je voudrais avant tout quand même préciser qu'il y a une augmentation de 40% des appels vers le 3919. C'est un service d'aide aux victimes, et que peut-être qu'il y a moins de féminicides. En tout cas, il y a quand même énormément de femmes qui sont victimes, de femmes et d'enfants, et qui formulent des appels au secours. Donc ces violences-là sont vraiment endémiques. Quand vous parlez en effet de délinquance de masse, moi j'ai envie de dire qu'on n'est pas uniquement dans des délits, on est aussi dans des crimes, puisque associé aux violences intrafamiliales, quand même, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des viols, il y a des viols conjugaux. Donc les violences intrafamiliales sont pas uniquement que des coups, en fait. Il y a énormément de délits qui s'y ajoutent, comme les violences économiques, comme des viols conjugaux, comme des maltraitances faites aux enfants, de l'inceste, etc. Donc en fait, on est face aujourd'hui avec
ce confinement, en fait, qui a verrouillé, en fait, qui a fait un effet aussi de cocotte minute. Et aujourd'hui, en fait, des femmes et des enfants sont en danger. Et je rappelle aujourd'hui, je voudrais juste amener une précision, on est à 48 féminicides décomptés par le compte féminicide par compagnon ou ex. Donc on est aujourd'hui à 48 féminicides, donc ça fait 3 féminicides. Une femme qui meurt sous les coups de son conjoint, son ex-conjoint, tous les 3 jours. Alors, j'aimerais qu'on se parle ensemble. Selon le ministère de la Justice, 2 tiers des victimes avaient déjà souffert de violences conjugales faites par leur conjoint. Pensez-vous aujourd'hui qu'il y ait une volonté politique forte de pouvoir lutter contre ces violences conjugales ? Catherine ? Alors, moi, personnellement, je ne pense pas. Je pense qu'il y en a toujours une de trop, une de plus, et c'est toujours trop. Je pense aussi, malheureusement, que la justice est trop lente. Il y a énormément de choses à remanier à l'intérieur de ça. À chaque fois, en tout cas, que la question est posée, que ce soit au niveau de la justice, au niveau de l'accueil, même au niveau gendarmerie, commissariat et autres, on est quand même sur des lenteurs extrêmes. Et pendant ce temps, je rejoins ce que disait Sophia. Eh bien, il y a des enfants et des femmes qui meurent ou qui souffrent toujours autant. Et il n'y a rien comme suivi derrière, malheureusement. Monsieur le procureur Bourrier, lorsque vous entendez ça ? Non, je suis pas entièrement d'accord. Dire qu'il ne se passe rien, je trouve que à l'égard des services de police, de gendarmerie, des magistrats qui sont mobilisés sur cette question nuit et jour, parce que, on le sait, des services de police et de gendarmerie, mais vous avez aussi des magistrats de permanence, du parquet, qui travaillent la nuit, qui travaillent le week-end, qui traitent ces procédures. Et je crois qu'il y a une très forte mobilisation sur cette thématique. Une mobilisation politique, c'est certain, elle doit se décliner. Et pas seulement par la loi. Et c'est un message que je voudrais faire passer, parce que la loi, c'est une chose, mais la loi, c'est une norme. Après, il y a la manière dont on applique la loi et les moyens dont on dispose pour l'appliquer. Voilà. Après, sur la critique de la lenteur que j'ai toujours entendue, et pas seulement sur cette matière-là, je m'inscris aussi en faux parce que, d'abord, énormément d'auteurs de violences intrafamiliales sont jugés en comparution immédiate. Énormément. C'est-à-dire dans la sortie de la garde à vue, où ils sont jugés immédiatement devant les tribunaux correctionnels, presque tous les jours, il y en a. Et puis, la lenteur de ce qu'on appelle la justice, c'est la lenteur des enquêtes. Mais les enquêtes, d'abord, il faut des enquêteurs pour les faire, et nous manquons d'enquêteurs. Et d'autre part, il y a le temps de l'enquête, et il y a le temps du rapport de la preuve. C'est ça qui est irrépressible. On ne peut pas aller plus vite. On peut en priorisant certains contentieux, en priorisant celui-là, évidemment, mais ça nécessite, des poules d'enquêteurs dédiés, alors des cellules se créent dans les services de police, de gendarmerie, mais encore faut-il que ces cellules soient en nombre suffisant pour traiter dans un temps rapide ces procédures. Et puis, dans une procédure pénale, qu'on le veuille ou non, vous avez aussi un temps incompressible dû aux actes d'enquête, parce qu'il faut rapporter la preuve d'une infraction. Mon adjudant Pandolfi, lorsque vous entendez tout cela, j'aimerais aussi qu'on parle de quelque chose d'important. On invite souvent les femmes à aller déposer une main courante, mais une main courante n'est pas un dépôt de plainte. Est-ce qu'on peut faire d'ores et déjà un distinguo, peut-être pour les femmes qui nous regardent ? On peut dire de suite que la main courante en matière de violence intrafamiliale, c'est proscrit. D'accord. On ne peut pas prendre une main courante pour ce genre de fait. On vient faire une main courante si on a envie d'apporter quelque chose, mais qui ne constitue pas une infraction pénale. Donc il faut un dépôt de plainte. Alors, le dépôt de plainte, il faut aussi faire la différence, au minimum être entendu. C'est ça aussi, parce que des fois, nous, on se retrouve confrontés à des femmes qui ont peur de venir dire le mot « je dépose plainte ». Alors, le dépôt de plainte n'est pas forcément... Le mot dépôt de plainte n'est pas obligatoire. D'accord. Une simple audition où on va vraiment parler de tout ce qui se passe à la maison. À la fin, madame va nous dire je ne dépose pas plainte ». Le procureur de la République, qu'on informe le fait, peut décider quand même de poursuivre l'enquête. Et dans ce cas-là, nous, on fera l'enquête au même titre... que s'il y avait le dépôt de plainte. Il faut rappeler un dépôt de plainte n'est pas un préalable à des poursuites. Il y a beaucoup de gens qui croient, et notamment des auteurs, qui pensent que parce que la victime retire sa plainte, par exemple, il n'y aura pas de poursuite. Ça n'a rien à voir. Le parquet peut poursuivre. Le parquet n'est pas tenu par une plainte pour poursuivre. En revanche, c'est la démarche et le rapport de la preuve, là encore, qui est important. Et nous avons, parce que c'est tout à fait exact, les procureurs de la République proscrivent les mains courantes en matière de violence intrafamiliale. Mais vous avez certaines femmes qui, comme ça vient d'être dit, refusent ou ne sont pas prêtes et vont signaler quelque chose en refusant d'être entendues. Dans ce cas-là, certains parquets et certains services de police gendarmerie ont mis en place des protocoles avec des associations d'aide aux victimes. C'est le cas à Bayonne, où ces mains courantes ou ces renseignements judiciaires sont transmis dans les 24 heures à l'association d'aide aux victimes, qui les exploite, qui essaie d'entrer en contact
avec ces femmes pour les rencontrer, leur proposer un accompagnement, peut-être les conduire sur un cheminement qui les conduira à la plainte, et alerter le procureur de la République des situations qui, même si on n'a pas d'audition, même si on n'a pas de dépôt de plainte, justifient peut-être qu'on diligente une enquête. Moi, je vais me permettre, en fait, pour arrêter de faire de l'angélisme. Il y a énormément de femmes qui se rendent dans les commissariats et qui repartent avec une main courante. On leur explique, en fait, que c'est compliqué de porter plainte, que c'est juste un différend conjugal, que c'est un petit conflit. On minore leurs paroles, on ne les écoute pas. Et bien souvent, en fait, il n'y a rien qui se passe derrière le dépôt de plainte ou la main courante qui est déposée. Catherine Partour. Je suis complètement d'accord, c'est pour ça que je voulais rebondir, donc très bien Sophia, mais effectivement dans tous les témoignages qu'on peut recueillir, c'est ce qu'on relève à chaque fois. Et très souvent, alors il y a aussi un autre souci qu'on a pu voir dans certains témoignages, dans certaines bourgades, c'est-à-dire donc des petits endroits, les gendarmeries ou les commissariats sont fermés la nuit. Il faut le savoir. Il y a eu des cas, notamment de féminicide ou d'extrême violence, où en fait les femmes n'avaient aucun accès, mis à part le 3919 effectivement, mais sinon qui se retrouvaient totalement démunies, personne ne se déplace et on en arrive à des drames. Par contre, je rebondis effectivement sur ça. Tous les témoignages, en tout cas que nous recueillons à l'association Louise Michel, effectivement, lorsqu'elle pousse cette porte, ce qui est déjà très compliqué, il faut le savoir, surtout quand on n'est pas accompagné, qu'on n'a pas libéré sa parole, du coup on se retrouve face à des personnes qui vous disent « Ah oui, non, mais écoutez, c'est pas très grave, déposer une main courante, on va faire le nécessaire, mais bon, de toute façon, c'est à quel niveau? Est-ce que c'est vraiment dangereux? Comment vous étiez habillés? Peut-être avez-vous, que ce soit sur des cas de viol ou de violence conjugale ou violence directement. Alors les victimes ont peur de pousser la porte d'un commissariat, et je trouve en fait ce qu'a mis en place le gouvernement, la plateforme arrêtonslesviolences.gouv.fr, ça permet en fait de libérer une parole en ligne, et il y a beaucoup de victimes qui l'ont adopté. Mon adjudant Pandolfi. Je vais intervenir juste sur le fait que la brigade soit fermée de nuit, oui effectivement, mais devant chaque brigade il y a un portel. Si vous appuyez sur ce petit bouton, une petite sonnette si on veut bien, vous êtes systématiquement en lien avec des gens qui sont de permanence. Il y en a dans tous les départements et qui vous répondent toute la nuit. Procureur Bourrier, on a dernièrement vu dans les médias une espèce d'opposition entre police et justice. J'aimerais que vous puissiez rebondir dessus, si vous le souhaitez. Oui, alors, en ce qui me concerne, je crois qu'il est toujours mauvais et dangereux d'opposer des institutions, surtout des institutions aussi fondamentales, dont les attributions sont fixées par la loi et par la Constitution. Et ce, d'autant plus que les services de police, gendarmerie et l'autorité judiciaire travaillent tous les jours ensemble, la main dans la main, sur l'ensemble de ces thématiques, de ces procédures, et sont souvent confrontés en réalité exactement aux mêmes difficultés. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler du rôle du parquet en la matière ? Alors, le rôle du parquet, il est multiple, mais le procureur de la République, sa première mission, c'est la direction de la police judiciaire. La direction de la police judiciaire, elle se traduit par exemple par les réunions qu'anime le procureur de la République avec les chefs de service de police et de gendarmerie pour fixer des objectifs ou décliner sa politique pénale. Mais elle se traduit surtout par la direction d'enquête qui est effectuée quotidiennement par les magistrats du parquet, notamment dans les services qu'on appelle les services du traitement en temps réel. Moi, je les compare à une forme de SAMU judiciaire parce que très concrètement, ce sont des magistrats dont je souligne d'ailleurs qui sont souvent jeunes, entre 30 et 40 ans, qui sont souvent des femmes, et qui, avec un casque sur les oreilles, dirigent les investigations, qui reçoivent entre 60 et 100 appels par jour, qui sont appelés la nuit, qui sont appelés le week-end, et qui, avec les militaires de la gendarmerie, avec les fonctionnaires de police, définissent des stratégies d'enquête, demandent des actes, prennent des décisions d'orientation des procédures, de classement sans suite, parfois, souvent même, il faut l'admettre et l'assumer, parce qu'on n'a pas rapporté la preuve d'une infraction, parce qu'on n'a pas les éléments pour identifier un auteur, ou qui décident des poursuites et de la manière dont ils vont poursuivre, c'est-à-dire une réponse pénale extrêmement rapide comme la comparution immédiate, que j'évoquais tout à l'heure, l'ouverture d'une information judiciaire pour des crimes ou des affaires très complexes, ou une comparution ou une mesure alternative aux poursuites dans un certain nombre de cas. Mon adjudant Pandolfi, comment est-ce que vous travaillez main dans la main avec le parquet ? Comme disait monsieur le procureur, nous on travaille sous l'autorité du parquet de quel on dépend. Donc dès qu'on a connaissance d'une infraction, donc notamment en matière de violence intrafamiliale, on rencontre immédiatement au parquet, donc au service de traitement direct qui est de le magistrat qui est de permanence.
qui nous donne donc l'orientation de l'enquête à faire. Ensuite, lorsqu'on mène l'enquête, nous, régulièrement, on fait des points avec le procureur de la République pour pour savoir où est-ce qu'on en est dans le dossier. Et à l'issue, une fois que notre procédure est terminée, c'est aussi le procureur de la République qui a l'opportunité des poursuites. Voilà. Que dit la loi aujourd'hui ? Comment est-ce que la loi encadre à la fois le soutien aux victimes et des sanctions contre les agresseurs ? Alors, la loi, elle prévoit un certain nombre de délits et de crimes qui sont sanctionnés peines d'emprisonnement, qui sont variables suivant la gravité des faits, suivant qu'il s'agit d'un délit, par exemple, puni selon le nombre de circonstances aggravantes, selon les blessures occasionnées, entre 3 et 10 années d'emprisonnement. Et pour les crimes, le meurtre par conjoint ou concubin, parce que c'est de cela dont on parle, qui est une circonstance aggravante et qui permet de punir les auteurs de ces faits jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité. Voilà. La loi est-elle adaptée ? J'aimerais que vous rebondissiez sur cela, toujours selon un rapport sur les homicides conjugaux en 2019 pour le ministère de la Justice. 65%, dans 65% des cas, cela avait déjà été signalé aux forces de l'ordre. Sophia Antoine. Oui, c'est tout à fait le cas, mais je pense qu'aujourd'hui, on bénéficie de tout l'arsenal juridique pour venir en aide à des femmes victimes de violences intrafamiliales. Le problème, en fait, c'est que c'est pas appliqué. Et en fait, notre société, elle est construite autour d'une législation qui est, en fait, finalement, qui se veut protectrice des femmes. Donc déjà, on conditionne un rapport extrêmement genré des hommes par rapport aux femmes, c'est-à-dire que la société construit un exemple de femme qui est à protéger, donc un corps qui est potentiellement violable, qui va être maltraité, qui va être molesté, etc. Et en fait, on place c'est une vraie vision extrêmement sexiste. On place en fait les hommes à un endroit en fait de toute puissance. Et moi, je pense aujourd'hui qu'on paye le coût de la virilité. On paye en fait cet endroit où cette société se construit comme ça. Et je pense que la loi, finalement, elle fait force, elle fait preuve. Mais je crois qu'il y a un endroit de justice sociale aussi à intégrer au sein de la loi, à intégrer au sein des prétoires, à intégrer dans vos services. Alors, quelle loi faut-il ? Catherine ? Alors là, je pourrais pas vous le dire parce que c'est pas ma partie, mais encore une fois, je vais rejoindre Sophia, c'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où on a l'impression, en tant que femme, d'être victimisée tout le temps, ce côté, le corps faible, donc le côté social, finalement, et sociétal, du coup, ça pose aussi un souci. Parce que comment nous on se place à ce niveau-là, ça reste très compliqué, effectivement. Monsieur le procureur Bourrier. Appliquer les lois, donnons les moyens, donnons 1 milliard pour lutter contre les violences faites aux femmes, c'est ce que demandent les associations. Sur la loi, je suis assez d'accord. Nous disposons de tout l'arsenal législatif nécessaire. Et si vous voulez, d'abord je crois qu'il ne faut pas légiférer dans l'émotion. Et en France, on a cette tendance-là. Il y a un fait divers, on fait une loi. Une loi, c'est une norme. Une norme, ça coûte pas cher de faire une loi. Il faut l'appliquer après. Et il faut des moyens pour appliquer la loi. Mais je crois qu'il n'y a pas qu'une question répressive. Ce n'est pas les services de police et de gendarmerie, ce n'est pas l'autorité judiciaire qui, à eux seuls, vont régler cette question des féminicides et des violences intrafamiliales. C'est une question beaucoup plus sociétale. Et la loi, dans sa dimension protectrice, moi, j'ai eu des débats avec des femmes lorsque la loi a évolué pour permettre aux médecins, par exemple, de faire un signalement sans le consentement de la femme d'un certain nombre de faits graves. Certaines femmes étaient contre, parce qu'elles disaient finalement, cette possibilité-là, elle est déjà offerte aux médecins pour qui ? Pour les enfants. Et donc, il y a une forme d'infantilisation de la femme dans ces dispositions-là. Elles sont nécessaires. Je pense qu'elles sont nécessaires. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en amont, c'est aussi toute une acception sociale, toute une question d'éducation qui se place et que ni les militaires de la gendarmerie, ni les services de police, ni l'autorité judiciaire ne régleront parce que c'est pas leur rôle. Moi, je pense qu'il y a une acculturation de la violence, des hommes vis-à-vis de la violence, et une acculturation des femmes vis-à-vis vers une dimension plus humaniste, réellement. On est face à, par exemple, des hommes qui sont conditionnés et mobilisés autour de valeurs virilistes, sexistes, de dépassement de soi, etc.
Et en fait, c'est tout un protocole de société à changer, à transformer, à interroger. Et en fait, les chiffres sont formels. Aujourd'hui, en fait, peut-être vous allez me contredire, mais majoritairement, ce sont les hommes qui remplissent les cellules de prison. En fait, ils sont majoritaires. Mon adjudant Pandolfi, est-ce que c'est ce que vous voyez majoritairement? Sont-ils des hommes? Oui, ce sont majoritairement des hommes, bien sûr, qui dans le domaine intrafamilial. Voilà, nous, on est sur mon unité, on est à hauteur de 90% de femmes victimes et d'hommes auteurs. Mais effectivement, il y a un problème les jeunes enfants d'aujourd'hui, il va falloir les éduquer pour que tout ça puisse changer. Ça, effectivement, il faut en arriver. Moi, je crois qu'il ne va pas falloir. Catherine, il faut arrêter finalement de dire bon, peut-être, est-ce qu'on va le faire ou je ne sais pas. Et à un moment donné, si on travaille tous ensemble, j'y tiens au tous. C'est vraiment inclure le genre aussi, parce que voilà, on le fait pas assez souvent. Et c'est l'éducation dont on parle, c'est l'éducation que nous avons à portée de main. Aujourd'hui, lorsqu'on veut savoir quelque chose sur ce système patriarcal qui est là, sociétal, qui est juste à côté de nous, il suffit juste d'ouvrir son téléphone ou la littérature, très importante. L'histoire nous le dit. L'histoire nous dit qu'aujourd'hui, tout ce qui a été mis en place est masculin et patriarcal. Aujourd'hui, il n'y a aucune femme qui peut dire « j'ai choisi cet endroit-là ». D'accord ? Donc à partir du moment où déjà depuis la nuit des temps, je le rappelle, dans l'hymne des femmes, c'est dit dans cette chanson, depuis la nuit des temps, finalement, la femme n'a pas pu choisir à quel endroit elle se plaçait parce que l'homme, patriarcat, masculin, a choisi effectivement de la placer à cet endroit parce que c'était plus simple. Et messieurs, vous allez pouvoir répondre. C'est culturel, voilà, c'est ça. Victime-auteur, existe-t-il un profil type? J'aimerais qu'on en débatte également dans cette émission. Alors, selon une enquête encore de la délégation aux victimes publiée cette fois en 2020, les victimes de féminicide appartiendraient à tous les niveaux sociaux. Les auteurs des violences mortelles, quant à eux, consommeraient de manière ponctuelle, vous nous le direz, monsieur le procureur, ou habituelle, de l'alcool ou des produits stupéfiants. Alors, un profil type, oui ou non? Je vous propose de découvrir cette vidéo, justement, d'une ancienne chanteuse, une ancienne Spice Girl, Mel B. Elle a été battue pendant plus de 10 ans par son compagnon et pourtant personne ne le savait à ce moment-là. Elle vient de s'engager aujourd'hui dans la lutte contre les violences faites aux femmes avec cette vidéo. Regardez. Alors effectivement, comme on peut le voir dans cette vidéo, que l'on voit et que l'on entend encore en même temps que l'on se parle, est-ce qu'on peut penser qu'il y a aujourd'hui un profil type à la fois d'agresseur et de victime? J'aimerais me tourner, messieurs, aussi vers vous. Mon adjudant Pandolfi, dans ce que vous voyez... Il n'y a pas de profil type. Nous, dans les agresseurs, on a de tout type sociaux, on a tous les âges, on a de toutes les origines aussi, et on a aussi des faits au sein de couples hétérosexuels comme de couples homosexuels. D'accord. Voilà. Et par contre, ce qu'on constate très souvent, c'est qu'il y a effectivement un phénomène derrière, souvent dû à l'alcool ou à la consommation de produits stupéfiants ou d'addiction en général. Monsieur le procureur Bourrier. Oui, je confirme, c'est pas un phénomène citadin ou rural. Il n'y a pas de tranche d'âge. On a des violences intrafamiliales chez des couples très jeunes. On en a beaucoup. Chez des personnes beaucoup plus âgées. D'accord. Le dernier meurtre que j'ai eu à connaître, c'était un couple de retraités. Et l'homme s'est suicidé après. En revanche, quelque chose qu'on le retrouve beaucoup, et l'adjudant l'a souligné, on retrouve quand même chez les auteurs de ce type d'infraction très souvent des addictions
addiction à l'alcool, aux stupéfiants. Pas systématiquement, mais je dirais environ 60% des cas, on peut retrouver des addictions qui sont facilitantes, évidemment, dans le passage à l'acte. Ça serait bien de rappeler que ce n'est pas dédouanant, mais que c'est aggravant, monsieur le procureur. Mais je le dis d'autant plus que la loi le dit, puisque en matière de violence, l'emprise d'un état alcoolique manifeste est une circonstance aggravante de la qualification de violence. Et c'est important de le dire. Mais il n'en demeure pas moins que c'est une réalité, c'est un constat. Et si je le dis, c'est parce que c'est quelque chose qu'il faut traiter, nécessairement. Bien évidemment. Sophie-Antoine, existe-t-il un profil type de victime? Et vous nous direz ce que vous en pensez aussi, Catherine. Non. Il y en a pas. Ce que je constate, moi, c'est juste des femmes, les femmes qui vont s'en sortir le mieux. Ce sont des femmes qui vont être entourées par la famille, qui vont être crues, qui vont être rapidement prises en charge par vos services, qui vont être entendues par la justice, qui vont arriver à s'entourer d'associations. Souvent, les femmes qui n'arrivent pas à aller jusqu'au bout des procédures, en fait, c'est des femmes qui n'ont pas les clés pour s'en sortir, qui ne savent pas vers qui se tourner, même s'il y a énormément de communications qui sont faites autour du 3919. Aujourd'hui, quand même, derrière ce numéro, il y a des associations saturées, des listes d'attente à rallonge, des services de police parfois qui ne veulent pas prendre les plaintes. Donc voilà, on est face à des femmes extrêmement démunies et qui ne savent pas du tout comment procéder. Catherine Partour. Tout à fait, non, je suis complètement d'accord. C'est essentiel. On s'en est rendu compte qu'il y ait de plus en plus d'associations, même de collectifs, en tout cas pour entourer ces femmes. Il y a une chose dont on ne parle pas, c'est que bien avant de pousser la porte de la gendarmerie ou du commissariat, il faut déjà pouvoir libérer sa parole. Et libérer sa parole, si on n'est pas bien entouré, s'il n'y a personne à ses côtés, ou si on est face à des personnes qui ont des petits sourires un peu complaisants, avec des petits mots, ce qui peut arriver dans certains commissariats notamment, je suis désolée de le rappeler, mais c'est pourtant la vérité. Finalement, ces femmes-là, elles vont s'enfermer et elles vont vivre avec ça toute leur vie, sans jamais faire aucune démarche. Et c'est terrible. C'est pour ça qu'on a mis en place ce que je pourrais sûrement vous expliquer tout à l'heure pour améliorer l'accueil. L'accueil est très important et effectivement une femme va avoir du mal à pousser la porte de la gendarmerie ou du commissariat en l'occurrence. Et à partir du moment où on va décider de le faire, effectivement là la prise en charge doit être optimale. Et c'est ce qu'on pourra détailler tout à l'heure. Comment est-ce que ça se fait? On en parlera dans quelques minutes. J'aimerais que nous donnions aussi la parole à Stéphanie Gâteau qui est avec nous et qui a été elle aussi victime et qu'on prenne son témoignage sur si ça a été pour elle facile ou non de pouvoir porter plainte. Stéphanie, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, tout à fait. Je vous remercie, Jeanne. Je vous en prie. Alors, je pense que vous avez entendu beaucoup de choses depuis le début de cette émission. On aimerait avoir votre témoignage. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous, Stéphanie? Alors, déjà, je vais me présenter. Moi, je suis maman de 3 enfants, divorcée, j'ai 52 ans, et je suis polyhandicapée. Et vous venez, entre autres, de parler des différents profils. Alors, on en reparlera peut-être par la suite. Mais il y a quand même un profil qui n'a pas été évoqué pour le moment et pourtant qui est le plus concerné, qui sont les femmes atteintes de handicap, puisqu'en France, on parle de 1 femme sur 5 victimes de violences, mais on parle de 4 femmes sur 5 dès que l'on parle des femmes atteintes de handicap. Donc là, il y a un vrai sujet sur lequel il faut vraiment que l'on puisse avancer effectivement tous ensemble. Sur la partie témoignage, alors effectivement, moi, je suis polyhandicapée et à plusieurs étapes de ma vie, que ce soit professionnelle ou dans la sphère privée, j'ai été effectivement victime de violences. J'ai visionné qu'une partie de la vidéo que vous venez de montrer parce qu'elle est absolument insoutenable. Et là, pourtant, vous voyez quelqu'un qui est a priori capable de s'enfuir, qui est capable de pouvoir se déplacer. Dès qu'on parle de personnes atteintes de handicap, et c'est pour ça que j'ai créé une start-up dans le domaine des personnes vulnérables et fragiles, c'est beaucoup plus compliqué. Vous imaginez bien que quand vous êtes en fauteuil roulant, il est difficile de fuir. Quand vous êtes paralysé, quand vous êtes alité, il est encore plus difficile de pouvoir alerter. Alors, on parlait des outils et des moyens tout à l'heure. De l'effet Covid. On se retrouve encore plus isolé. On n'a pas les personnes habituellement qui sont présentes autour de nous, que ce soit de la famille ou amicale. Les outils mis à disposition, il y a le 3919, mais on vous répond qu'il n'est pas disponible ni le midi, ni le soir, ni le week-end. Vous pouvez vous déplacer en pharmacie pour alerter, sauf qu'une fois de plus, vous ne pouvez pas vous déplacer physiquement, donc c'est très compliqué. Et effectivement, il y a aussi tout ce qui tourne
autour de la peur, de l'emprise, voilà, dont on est victime. Et il est très difficile de pouvoir libérer cette parole. Alors je suis désolée parce que mon discours est peut-être pas forcément suffisamment cohérent et explicite. Stéphanie, c'est votre discours et bien sûr, non, on vous entend, c'est très cohérent et on y reviendra par ailleurs. On va parler de ce handicap et des violences faites aux femmes. Monsieur le procureur, lorsque vous entendez le témoignage de Stéphanie, qui est un témoignage très typique de cette femme handicapée qui ne peut pas ni s'échapper d'une part et d'autre part pas vraiment se déplacer pour porter plainte. Qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui en France? On peut peut-être en parler pour aider ces personnes qui sont handicapés à pouvoir libérer leurs paroles et à se déplacer, porter plainte notamment. Alors, il est certain, tout d'abord, il faut dire les choses très clairement, on remonte à loin parce que la prise en charge des victimes était une faiblesse de notre système. Elle a énormément progressé. Elle a énormément progressé. Et moi, j'insiste beaucoup sur le rôle des associations d'aide aux victimes, qui, sur ce plan-là, peuvent être extrêmement facilitantes pour accompagner les victimes dans leur cheminement, y compris accompagner, parce que c'est un sujet peut-être plus délicat et plus tabou, mais des victimes ambivalentes. Parce qu'on en a des victimes ambivalentes. Qu'est-ce que vous entendez, monsieur le procureur, par ambivalente? Des victimes qui ne veulent pas aller jusqu'au bout, qui reviennent sur leurs déclarations, qui disent qu'elles aiment leur mari, qu'elles ne veulent pas qu'il soit poursuivi. Oui, donc vous parlez d'emprise et de peur, quoi. Alors, d'emprise, oui, il faut pas être schématique. Il y a de l'emprise, il y a de la dépendance économique, parfois, sûr, oui. Et puis il y a de l'amour, parce que ce sont des gens qui vivent ensemble. Vous voyez, ce ne sont pas deux inconnus. Je me suis déjà fait insulter, moi, dans un tribunal, parce que le mari d'une victime avait été condamné à de la prison ferme. Et donc vous vous êtes fait insulter par... On ne tue pas par amour. Sophie-Antoine, pardonnez-moi. Vous vous êtes fait insulter par la victime elle-même, monsieur le procureur? Mais parce qu'il y a cette ambivalence. Monsieur le procureur. Il y a cette ambivalence parfois, et il faut la traiter. Et si vous voulez, c'est pas forcément un fonctionnaire de police, un militaire de la gendarmerie, ou même un magistrat qui est le plus à même d'accompagner ça. Et le secteur associatif ou les associations d'aide aux victimes ont un rôle à jouer. Bien sûr, alors il faut redéfinir ce qu'est l'amour. Pour moi, l'amour, c'est faire preuve de respect, d'écoute, de bienveillance et d'élever la personne, de la soutenir. On ne frappe pas par amour, on n'insulte pas par amour, on ne viole pas par amour, on ne maltraite pas par amour, on ne menace pas par amour, on ne séquestre pas par amour. Donc en fait, pour moi, c'est absolument pas l'amour qui est en jeu, on est vraiment ce que vous dites, le truc de l'ambivalence. Pour moi, je le clarifie, ce sont des femmes qui ont peur, qui sont sous emprise. C'est un attachement malsain et je suis d'accord avec Sophia. Mais c'est une réalité à laquelle nous sommes confrontés régulièrement et qui est difficile pour nous à traiter. Je suis d'accord. Vous le voyez comme ça, mais par exemple, vous parliez d'associations là à l'instant. Moi, je suis d'accord avec vous. Il faut beaucoup d'associations pour accompagner ces victimes. Il y a une chose à laquelle personne ne se pose la question, c'est que nous, femmes ou hommes, pour certains qui font partie de ces associations, à quel moment sommes-nous accompagnés? À quel moment sommes-nous aidés justement à accompagner toutes ces femmes à l'ouverture de la parole? Parce que n'oubliez pas que nous sommes bénévoles. D'accord? Nous le faisons parce que justement ça nous tient à cœur et que nous-mêmes, nous sommes passés par cette case-là. D'accord? Donc c'est vrai que j'entends bien ce que vous dites. Voilà, il faut beaucoup d'associations, il faut accompagner toutes ces femmes pour les aider à libérer la parole sur cette ambivalence dont vous parlez. Oui, mais à côté... de quelle manière sommes-nous aidés pour aller encore plus loin? C'est-à-dire mettre ces femmes en sécurité, rapidement. Où sont les structures où on peut les mettre en sécurité? Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça fait partie d'un tout. Oui, d'ailleurs, si on ne travaille pas en commun, c'est pas possible. Nous allons, si vous le voulez bien, sur ce plateau, et merci pour ce débat très riche en émotions, en arguments, redonner la parole à Stéphanie, parce que j'aimerais savoir comment ça s'est passé pour elle. Stéphanie, vous êtes toujours avec nous. Merci d'être avec nous à distance. J'aimerais revenir sur un point capital. Vous habitiez à Bordeaux. Vous n'êtes pas avec nous aujourd'hui parce que vous avez dû quitter la ville pour fuir malheureusement votre agresseur. Aujourd'hui, vous revenez aussi avec cette solution parce que la grande question, c'est comment est-ce qu'on aide au quotidien ces victimes? Il y a des dispositifs qui sont mis en place et vous, Stéphanie, vous avez créé une solution connectée. Vous avez fait de votre faiblesse, de votre histoire, une force aujourd'hui et j'aimerais que vous nous en parliez. Je vous remercie. Alors effectivement, il y a quelques années, puisque c'est quand même un problème récurrent, puisqu'on parlait des femmes atteintes de handicap, à l'origine, ma start-up, Andy Road, a été créée pour sécuriser les personnes à mobilité réduite
et les personnes vulnérables et fragiles. Et non pas accessoirement, justement, les femmes handicapées victimes de violences. Pourquoi ? Parce que tout simplement, effectivement, on sait que par la multiplicité des personnes qui sont autour de la personne handicapée, ça peut être des aidants, ça peut être des aidants familiaux, médicaux, professionnels, peu importe, on a une multiplicité d'opportunités, malheureusement, à subir de la violence, en ayant accès, en termes de respect de la dignité de la personne, en termes physiques, on a accès, même dans les centres de soins, on a accès au corps des personnes. Donc c'est quand même très très compliqué. Et il faut être très vigilant sur cette cible qui, une fois de plus, je le répète, est quand même prioritaire et malheureusement la plus concernée par la violence. Donc la solution que j'ai créée il y a quelques années, effectivement, réside tout d'abord dans un outil qui doit être accessible à tous. On parlait du manque de moyens tout à l'heure, que ce soit un numéro de téléphone, aller jusqu'à une pharmacie, c'est très compliqué. Donc l'idée toute simple a été de dire qu'il faut une application qui soit gratuite et accessible à tous. À l'intérieur de cette application, on peut faire appel également à ce qu'on appelle une communauté d'anges gardiens. On peut appeler au secours, on peut chercher un logement, on peut appeler à l'aide, on peut juste dialoguer, malheureusement sans être forcément, on va dire, formé, mais au moins en étant un premier lieu d'écoute et d'accueil et d'oser commencer un petit peu à dire qu'on est en difficulté, qu'on a besoin d'aide. Merci beaucoup Stéphanie. J'aimerais juste intervenir à ce moment-là parce qu'on a bien compris ce que vous aviez créé, justement cette application avec ces bijoux connectés pour aider les femmes, mais comment est-ce que vous en êtes sorti aussi à ce moment-là ? C'était ma question. Vous avez mis du temps, vous êtes parti, vous n'avez pas tout de suite monté cette start-up avec ces bijoux connectés. Qu'est-ce qui vous a donné l'impulsion de pouvoir survivre ? Est-ce que c'est une association ? Est-ce que c'est un procureur ? Est-ce que c'est un gendarme ? Qu'est-ce qui a été pour vous le déclencheur ? Le déclencheur, ça a été de voir, alors pardonnez-moi pour tous ceux qui vont se sentir concernés, mais le manque de moyens mis à disposition pour alerter, pour remonter des alertes, le manque de suivi. Si on parle des personnes handicapées, dès que les infrastructures qui existent, telles que la MDPH ou autres, donnent la reconnaissance à quelqu'un d'être handicapé, pourquoi on ne lui associe pas un outil pour pouvoir justement sécuriser cette personne qui est susceptible. Alors ça peut être de la maltraitance, ça peut être plein de choses dans le domaine du handicap qui sont réelles. Et donc cette absence d'outils, de moyens a fait que je n'ai rien trouvé. Et pourtant, ce n'est absolument pas mon métier puisque je dirige un cabinet de conseil en stratégie internationale. Donc le digital et le numérique, c'était absolument pas mon métier d'origine. Mais je me suis mis effectivement à chercher et à créer une solution. D'accord. Alors il y a d'autres dispositifs qui existent aujourd'hui pour aider les victimes. Comment est-ce qu'on aide ces victimes, notamment à Bayonne ? Eh bien, on teste des bracelets anti-rapprochement qui sont dotés notamment d'un boîtier équipé qui alerte les autorités. Regardons ce reportage de Perrine Durando pour France 3 Nouvelle-Aquitaine. 3 bracelets anti-rapprochement de ce type vont être déployés au Pays Basque. Un protocole de géolocalisation en temps réel, présenté hier par le tribunal judiciaire de Bayonne. Ce nouvel outil, relié à une unité mobile informatique, vient se rajouter aux mesures existantes. Une façon de contrôler des conjoints ou ex-conjoints violents dans un périmètre de 20 km. Lorsque l'auteur pénètre dans cette zone, il est immédiatement avisé par un opérateur, lui signalant qu'il vient de rentrer dans cette zone et qu'il doit la quitter. Et si en dépit de cela, l'auteur entre dans la zone d'alerte, la victime est avisée automatiquement, mise en sécurité, les forces de sécurité intérieure avisées, de manière à ce qu'elles puissent intervenir immédiatement. 16 agents des forces de l'ordre sont formés dans le département, une sensibilisation réclamée depuis longtemps pour répondre à ces affaires considérées comme prioritaires par le gouvernement. Ça nécessite une sensibilisation particulière pour la mise à jour nous-mêmes de notre propre base informatique, de notre propre fiche d'intervention, et puis aussi sur les consignes que l'on va donner à la patrouille qui va intervenir pour qu'elle intervienne le plus efficacement possible. Près de 350 procédures pour violences intrafamiliales ont été enregistrées l'an dernier sur la juridiction de Bayonne, soit une augmentation de 8%.
Ce sujet donc de Perrine Durando pour France 3 Nouvelle-Aquitaine est l'occasion pour nous de remercier Stéphanie Gâteau qui était en direct avec nous également. Monsieur le procureur, dans une circulaire récemment adressée aux juridictions, il y a le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui a demandé une accélération, là il y a quelques jours, 2 jours exactement, du déploiement des bracelets anti-rapprochement. On vous a vu dans ce reportage, dans cette vidéo. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors, nous avons un certain nombre de bracelets qui sont attribués, mais il faut dire une chose, le bracelet anti-rapprochement, il a été conçu comme l'outil de protection ultime. Et il serait faux de dire qu'on va distribuer à chaque personne qui va déposer une plainte pour des violences intrafamiliales un bracelet anti-rapprochement. Ce qu'il faut, c'est un panel de réponses. Depuis la prise en charge de la personne, notamment à Bayonne, au sein d'une unité de victimologie qui permet un dépôt de plainte simplifié et une prise en charge pluridisciplinaire, il y a d'autres outils comme les téléphones grave danger que nous utilisons depuis plusieurs années qui sont d'ailleurs une création d'un procureur de la République au départ, parce que souvent ce sont des initiatives locales qui sont instituées dans la loi, qui sont remises à des victimes, qui peuvent appeler en urgence un centre d'appel qu'ils repercutent immédiatement sur un service de police-gendarmerie qui va intervenir. Des téléphones grave danger, nous les attribuons depuis plusieurs années et nous en avons plus aujourd'hui en service que des bracelets anti-rapprochement. Le bracelet anti-rapprochement est un outil extrêmement intéressant, mais avec des contraintes techniques fortes. D'abord, en matière civile, dans le cadre d'une ordonnance de protection, il faut l'accord de la victime et de l'auteur. En matière pénale, on peut l'imposer à l'auteur en revanche, mais il y a aussi des zones d'exclusion, c'est-à-dire que si vous habitez à moins de 2 km, c'est pas un outil pertinent. Donc c'est un outil qui a aussi ses limites techniques. Donc il est extrêmement intéressant, il faut le développer, c'est une certitude, mais il faut pas non plus croire qu'il y a un outil magique qui va permettre d'éradiquer les violences intrafamiliales. Que ça va être la solution miracle, voilà. On l'aura compris. Ça rentre dans un panel d'outils dont nous devons disposer. Sophia Antoine. En fait, on l'a réclamé, le bar. On l'a réclamé, on l'a exigé. Et je crois que vous avez bien souligné tout ce qu'il fallait souligner. En effet, il a aussi ses limites. Je pense que ça fait partie de tout un arsenal, en fait, qui vont contribuer à lutter contre les violences faites aux femmes. Moi, je reviens vraiment sur l'aspect plus humain. Et aussi, je voudrais questionner le fait que systématiquement, on exfiltre les victimes. Je trouve ça un peu compliqué, puisque aujourd'hui, c'est les femmes et les enfants qu'on fait sortir du domicile familial, qu'on paupérise, et pour moi, en fait, ce n'est pas logique. Aujourd'hui, je voudrais qu'on développe justement des centres d'accueil pour les conjoints violents, que ce soit eux qu'on sorte de la sphère familiale, professionnelle, etc. Monsieur le procureur. Merci Sophia. Et ça devrait être plus qu'un projet. Nous avons déposé, un projet très proche, puisque nous avons déposé un projet de centre régional auteur qui va être créé ou pas, dans les 15 jours qui viennent, nous aurons la réponse si nous avons les moyens budgétaires. C'est quelque chose de très important parce que c'est à la fois l'éviction du conjoint violent, c'est-à-dire qu'on le sort du domicile, quitte à lui trouver une solution d'hébergement, parce qu'il ne s'agit pas de faire des gens des sans domicile fixe, bien sûr, et d'assurer une prise en charge pluridisciplinaire et médicale de cet auteur. Nous cherchons à développer cela. Pour dire les choses très honnêtement, nous avons toujours du côté des collectivités locales plus d'écho lorsqu'il s'agit de créer de l'hébergement de femmes que ces structures-là, parce que les élus initialement se disent pourquoi on va financer l'hébergement d'un auteur. Et donc il faut leur expliquer cela, c'est-à-dire leur expliquer que ça permet de laisser la victime à son domicile, chez elle, plutôt que de la sortir, et de prendre en charge un auteur, à la fois dans le cadre d'un hébergement, mais également dans le cadre d'un suivi rapproché, pluridisciplinaire, lorsque cet auteur est en capacité de suivre cela. Parce qu'il y a une autre solution, évidemment, c'est aussi la détention dans un certain nombre de cas. Mais pour des auteurs qui sont à même de s'inscrire dans cette démarche, c'est évidemment un projet intéressant. Et puis la justice ne fait pas la loi, mais elle l'applique. C'est encore une des limites dont vous avez parlé tout à l'heure. Mon adjudant Pandolfi, sortir les agresseurs de chez eux, une possibilité C'est une possibilité, quelque chose que nous, qui est régulièrement fait, où à l'issue de la présentation devant le procureur de la République, le mis en cause n'est pas autorisé à retourner au domicile, même si c'est son domicile à lui, et comme on a eu des cas, et il a interdiction de s'approcher de la victime et de retourner au domicile. Donc ça se fait, ça commence à se faire en tout cas de plus en plus régulièrement. Dans la majorité des cas, quand même, il y a énormément d'auteurs en fait qui violent leur contrôle judiciaire. Alors pourquoi c'est aussi récurrent ? Pourquoi la police est aussi lente à intervenir ? J'ai sans arrêt des témoignages dans ce sens-là. Voilà, j'aimerais bien moi savoir ce que vous faites quand, par exemple, un
l'accusé viole son contrôle judiciaire. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune retombée. Monsieur le procureur Bourrier. Là aussi, il faut parler avec clarté. C'est pas parce qu'un individu a une interdiction d'entrer en contact avec une personne que les services de police gendarmerie sont en capacité de suivre au quotidien cette personne. Et donc, il est toujours possible de violer une obligation. Quand une obligation est violée, si la personne est sous contrôle judiciaire, le parquet, le procureur de la République, dès lors que ces faits sont connus et sont portés à sa connaissance, peut requérir la révocation de ce contrôle judiciaire pour que la personne soit incarcérée. Voilà. Mais soyons clairs, les interdictions de contact, c'est quelque chose qui est très souvent prononcé, mais qu'il est difficile de faire appliquer au quotidien et de vérifier au quotidien. Et là encore, on a besoin des victimes pour qu'elles signalent ces faits aux services de police et de gendarmerie dès qu'elles en ont connaissance. Il y a une récurrence quand même dans les situations de féminicide où justement les victimes signalent ces manquements-là, ces violations-là, et elles ne sont pas entendues. J'ai la parole de Julie Duybe qui a signalé maintes reprises et qui a bien dit qu'elle serait entendue qu'une fois qu'elle serait morte. Nous allons entendre parler d'un nouveau dispositif local et nous allons accueillir Angèle. Angèle, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors Angèle, vous faites partie des Affolés de la Franche, c'est l'association que vous avez montée, et vous montez également un nouveau dispositif local. Alors vous êtes à Limoges, mais votre dispositif va être mis en place également dans toute la région Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, tout à fait. Donc nous, on est une association qui existe depuis un peu plus de 3 ans maintenant. À la base, on a monté des ateliers d'autodéfense féministe et populaire pour apprendre aux femmes à se défendre et apprendre aux hommes à ne pas agresser, parce que l'objectif, c'est bien une question d'éducation. Je suis assez d'accord avec Sophia qui disait tout à l'heure que le problématique, c'est une question de construction sociale et de responsabilité collective. Et donc du coup, suite à cette mise en place d'ateliers et de groupes de discussion, est apparue en fait comme réponse évidente à la problématique de mais au moment où je décide de partir de chez moi, qu'est-ce que je fais ? Comment je fais pour partir de chez moi ? Et à quel moment se fait la prise de conscience ? Souvent, la prise de conscience de « je n'ai pas envie de retourner chez moi » avec l'auteur de violence, elle se fait au moment où je suis à l'extérieur du domicile. Souvent au moment où je fais des courses, où je me promène, j'amène les enfants à l'école, où j'en reviens. Et du coup, j'ai une prise de conscience, j'ai une angoisse qui monte et je ne veux pas rentrer à la maison. Aujourd'hui, il n'existe rien pour ne pas rentrer à la maison. Donc nous, on a décidé de travailler avec les commerçants, les commerces de proximité, et de monter un dispositif qui s'appelle le dispositif Lanterne, qui est un endroit de mise en sécurité rapide en cas d'agression sexuelle et sexiste chez les commerçants, qui est donc plus facile à pousser comme porte que la porte du commissariat ou de la gendarmerie. Et ensuite, il y a un numéro de téléphone qui est en lien avec des associations, des travailleurs sociaux, etc., 24/24, 7 jours sur 7. Alors Angèle, comment est-ce que ça se passe pour les femmes qui nous regardent et qui nous écoutent aujourd'hui ? Elles rentrent chez un commerçant, elles ont une gestuelle particulière à faire, elles ont un mot à dire ou elles peuvent juste expliquer leur situation, parce que ça paraît être un super dispositif, mais est-ce que c'est pas aussi mettre un commerçant un peu en porte-à-faux ? Comment est-ce que ça se passe ? Comment est-ce que vous travaillez et avec les commerçants et avec les victimes pour mettre ça au point ? Alors, c'est un dispositif qu'on va expérimenter au cours de l'année 2022, là. Donc, on est en train de mettre les choses en place sur la Nouvelle-Aquitaine. On va prendre 3 villes. Donc, il y a Limoges, qui sera une ville test. Poitiers, a priori. On va rencontrer la ville de Poitiers fin juin. Et Bordeaux, on l'espère. Et ensuite, donc pendant 1 an, on va expérimenter. On va former les commerçants aux gestes de premier secours en cas d'agression sexuelle et sexiste, parce qu'il y a une manière d'accueillir les personnes et il y a une manière de gérer le conflit pour le désamorcer avec les auteurs, si l'auteur est toujours présent. Il y aura bien évidemment un rapport direct avec la police si jamais c'est nécessaire, et notamment avec les policiers municipaux qui ont un rôle à jouer aussi sur le rapport de proximité et de désamorçage des conflits. Et du coup avec aussi la mise en place d'hébergements temporaires et de plus longue durée si c'était nécessaire pour les personnes qui le souhaitent. Merci beaucoup Angèle, on aura compris ce dispositif. Nous sommes sur les dernières minutes de cette émission. Rapidement, mon adjudant Podolfi, qu'est-ce que vous pensez de ce genre de dispositif qui pourrait venir appuyer la gendarmerie et la police ? Absolument. Alors nous, on est en contact régulier avec les associations qui sont sur notre secteur et qui reçoivent des femmes et des fois qui nous les amènent sur notre unité. On a aussi la mairie de Tonneins chez nous qui a mis en place un appartement qui est dédié pour recevoir les victimes en urgence. Donc dès qu'on a une victime chez nous, s'il y a besoin de la faire héberger en urgence, on peut le faire de suite. Et ça a été mis en place par la mairie, c'est quelque chose de très important aussi. Sophia Antoine, comment est-ce qu'on aide les femmes qui nous regardent aujourd'hui ? Plus d'éducation, plus de pédagogie ?
Oui, à la base, il faut rééduquer cette société qui est foncièrement sexiste. Il faut apprendre aux petites filles à taper dans un punching ball. Il faut absolument déconstruire les modèles qu'on a dominants, que ce soit culturels, que ce soit dans la littérature, au cinéma, etc. Il faut valoriser en fait les initiatives humanistes. Mais moi, j'ai envie de dire aux femmes aussi, je leur dis là dans les yeux qu'on les croit, qu'on les soutient, qu'on les aide. Aujourd'hui, la société, elle est en train de changer, elle est en train de se transformer. Il y a encore quelques années en arrière, le mot féminicide était un gros mot, avec les actions des féministes, avec les coups d'éclat, avec les collages, etc. Maintenant, on commence à en parler et il y a même une stratégie politique et clientéliste, pour le coup, qui s'affiche du côté des femmes. Voilà, c'est juste en fait de dire que c'est pas grave, on en parle et le plus important, c'est que qu'il y ait une véritable visibilité de ce sujet-là dans les médias, de partout, que ce soit vraiment qu'on en parle de partout. Et je crois que c'est en train d'évoluer, de changer. Je leur demande de pas se décourager et puis surtout de contacter les services qui sont déjà en place, la plateforme mise en place par le gouvernement pour accéder à des services de police en ligne, le 3919, solliciter différentes associations, elles en ont dans leur région, et puis ne pas perdre courage, quoi. Voilà. Catherine. Moi, je vais rappeler juste 2 choses déjà. C'est « je te crois » et « ce n'est pas de ta faute ». Voilà. À partir du moment où on accueille une victime, déjà, avec ces 2 phrases-là, ça fait beaucoup de bien. Au-delà de ça, je vais rappeler aussi qu'il ne faut pas hésiter, même de manière anonyme, ça a été notre cas pour l'association Louise Michel, on est contacté parfois de manière anonyme, donc en message privé, un petit peu timidement, allez-y. Mesdemoiselles, mesdames, il ne faut surtout pas hésiter, quel que soit l'axe de violence, il n'y a pas de niveau de violence, que ce soit dans les mots, dans les gestes ou autres. Contactez-nous, contactez les services dédiés, servez-vous de toutes ces plateformes pour l'instant et on va tous se battre ensemble pour encore faire plus gros et ensemble. Monsieur le procureur Bourrier, rapidement. Moi, je voudrais qu'on veuille bien considérer qu'en matière de violence, la justice n'est pas la maladie, mais le médecin. Et ensuite, que l'on nous donne les moyens d'appliquer les lois qui sont votées, les moyens pour l'autorité judiciaire et les moyens en enquêteur aussi. Parce qu'un procureur de la République, l'enquêteur, ce sont ses yeux, ses oreilles et son bras armé. Merci. 1 milliard. Merci, on l'aura entendu. Il faut de pousser la porte des gendarmeries et des commissariats, il ne faut pas qu'elles hésitent à venir nous voir. Merci à tous les 4 pour ce beau débat animé, en tout cas, plein d'émotions, mais aussi d'arguments et d'idées pour avancer ensemble. Monsieur le procureur Bourrier, procureur donc, de Bayonne, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Mon adjudant Podolfi, merci infiniment d'avoir été avec nous. Catherine Partour de l'association Louise Michel, merci d'avoir été avec nous. Sophie Antoine, activiste féministe, merci d'avoir été avec nous. Et merci à Angèle et Stéphanie d'avoir été avec nous à distance. Merci infiniment de nous avoir suivis. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de Disputandum, bien sûr. À bientôt.